Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo review de Wrestle Kingdom 2020. Wrestle Kingdom qui a eu lieu sur 2 jours, donc on va reviewer les 2 jours sur la même vidéo, donc on va essayer de pas perdre trop de temps et je vais pas m'étaler sur tous les matchs. On va essayer de faire une vidéo assez digeste. Donc pour le premier jour, on a eu alors je vais pas parler du pré-show, aucun intérêt. Ah, oh, bref. Pop, 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 pop. Jushin Liger faisait son premier match d'adieu dans un match tag à 4 contre 4. Voilà, moi personnellement j'ai passé un bon moment, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, revoir de Ye Legend, ça m'a fait plaisir. Tatsumi Fujinami, un lutteur hyper important que vous pouvez retrouver dans la vidéo que j'ai faite sur l'histoire de New Japan Pro Wrestling si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, Fujinami, un de mes lutteurs préférés. Voir l'émotion de Sano quand il arrive lors du premier jour de son entrée, c'était super. Voilà, un match pour rendre hommage à Liger. Pour ma mission réussie, j'ai passé un bon moment devant ce match. Pas très long, 10 minutes peut-être, plus ou moins. Voilà. Sur le petit bémol, une défaite de Liger. Je comprends qu'il veuille partir sur une défaite de par la tradition, c'est ce que les lutteurs font généralement. Mais une victoire lors de cette première journée aurait rien changé, je pense. Et ça aurait offert un feel-good moment pour bien commencer ce Wrestle Kingdom. D'ailleurs, on a eu 2 matchs tag à 4 contre 4. Los Ingobernables des Rapon contre le Suzuki Gun pardon, et le Clan Chaos contre le Bullet Club. Voilà, 2 matchs RAS. J'ai passé un meilleur moment devant le deuxième match, peut-être parce qu'il était un peu plus court. Voilà, pas grand chose à dire, on va passer rapidement dessus. Après, on a eu un match tag pour les titres poids lourds par équipe. Euh, C'était le match que je voulais pas voir sur la première journée. J'aime bien Guerrillas of Destiny, mais j'aime pas particulièrement Robinson et Finlay. Surtout Robinson. Enfin, surtout Robinson, non. Pas spécialement Robinson, mais voilà. Match RAS, petit 2,5, qui passe bien, mais qui est dispensable, dispensable. Ensuite, on passe à Lance Archer qui défend le championnat US contre John Moxley. Ça, c'était un bon match. Euh, un match qui m'a fait penser, toute proportion gardée, parce que c'était un match un peu plus ambitieux quand même. À l'opener de WrestleMania 24, JBL contre Fit Finlay. Une espèce de grosse brawl, un peu déstructurée mais fun à voir. Voilà, Moxley et Archer avaient quand même un peu plus d'ambition. Je pense qu'ils voulaient vraiment faire un show stealer. Mais ça, je trouvais ce match assez digeste, des spots assez sympas. Bonne victoire de John Moxley. Ouais, je passais un bon moment devant le match. Petit 3-1/4 des familles qui lance le show. Derrière, on a eu Will Ospreay contre Hiromu Takahashi. Alors, j'ai beaucoup aimé ce match, à ma grande surprise. Parce que j'aime pas. Enfin, je suis pas un grand fan des deux lutteurs. Hiromu Takahashi, bon, je suis très content qu'il soit revenu. Parce que ça reste un bon lutteur. Mais j'aime pas le fait qu'il mette autant l'emphase sur son personnage. euh, auquel j'accroche pas du tout. Pour moi, c'est une espèce de Nakamura au rabais. Voilà, je trouve que dans son personnage, ses expressions faciales, ses expressions corporelles, etc., ça se rapproche de Nakamura dans l'idée, mais je trouve que chez Takahashi, c'est plus forcé. Ça a l'air moins naturel que Nakamura. Et Nakamura a infiniment plus de charisme pour envelopper tout ça, et ça donne un rendu qui m'a l'air plus authentique que Takahashi. T'as vraiment l'impression qu'il incarne vraiment un personnage et que je trouve qu'il l'incarne assez mal. C'est mon ressenti. Et Will Ospreay, je suis pas un grand fan de ses matchs dans la division de junior. Alors c'est moins le cas, enfin c'est moins le cas depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais avant c'était vraiment une espèce de spot monkey un peu sans âme comme pouvait l'être Ibushi avant lui chez les juniors. Et Ibushi a très bien réussi la transition chez les poids lourds et Will Ospreay est en train de prendre le même chemin. C'est-à-dire qu'ils se mettent à catcher un peu, enfin en tout cas pour Ibushi un peu plus au sol. Et Ibushi a pour lui son côté strong style qui l'aide également dans ses combats. Et Ibushi à l'époque quand il avait fait la transition vers les juniors, enfin vers les poids lourds pardon, il se servait de ses capacités high flyer uniquement pour mettre son adversaire en difficulté, reprendre l'avantage, le perturber, etc.
Et c'est ce que Will Ospreay fait bien quand il passe chez les poids lourds également. Et utiliser ses capacités un peu uniques chez les poids lourds, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'high flyers chez les poids lourds, pour proposer quelque chose de différent dans ses matchs, proposer quelque chose de différent à ses adversaires et les mettre en difficulté par ce style dont ils ne sont pas habitués. Alors que chez les juniors, j'ai vraiment l'impression qu'il est là pour s'éclater. Euh, alors c'est important qu'il aime ce qu'il fait, mais moi ça m'intéresse pas spécialement de voir des mecs faire des cabrioles pour faire des cabrioles s'il n'y a pas d'intention derrière, parce que j'ai rarement l'impression, pardon, que tout ce qui est fait pendant ces matchs avec les juniors, c'est fait pour gagner. J'ai l'impression personnellement que c'est fait pour amuser la galerie. Et qu'il n'y a pas spécialement de but derrière. Donc voilà, j'aime pas spécialement Will Ospreay dans les juniors, dans la catégorie junior. Mais là, étonnamment, j'ai trouvé que c'était un bon match. Voilà, les deux, ça a bien matché. C'est le meilleur match du show jusque-là. Moi, je leur mets 3,5. Pas plus, hein, faut pas non plus déconner. C'était sympa. Le défaut, je trouve que Takahashi a rien proposé. Alors, il est limité du fait de sa longue absence, mais il a rien proposé de manière évidente, quelque chose qui a mis en difficulté Will Ospreay euh, jusqu'au point de le battre. Voilà, je trouvais que la victoire sort un peu de nulle part. C'est pas vraiment pourquoi Takahashi a gagné. Mais voilà, sinon c'est bien assemblé entre les deux. Donc un bon 3,5. Derrière, on a le pré-main event, champion intercontinental. Jay White défend contre Tetsuya Naito. Alors, j'ai bien aimé le match dans l'ensemble, bien qu'un peu long. Je crois que c'est autour d'une demi-heure, peut-être un peu moins. Mais alors le match, ce qui est étonnant, c'est qu'il était. Alors je trouve qu'il y a trois parties dans ce combat. Il y a une première partie lente. Alors tout le match a été lent, mais une vraie première partie lente. On s'observe, on a des passations d'avantage à toi, à moi, jusqu'au début de la hit de Jay White, qui arrive quand même assez tôt dans le match. Cette partie-là va se continuer jusqu'à la blessure au genou de Naito sur une mauvaise réception. Et cette deuxième partie-là va aller jusqu'au final, jusqu'aux 5-6 dernières minutes. Et j'ai du mal à comprendre la construction de ce match parce qu'en fait, le selling ou le travail au genou qui a été mis en place dans la deuxième partie du match ne s'est absolument pas ressenti dans la troisième partie. Ça n'a pas joué un quelconque facteur dans la victoire de Naito. Ça l'a même pas handicapé pour la fin de match. Alors que la première partie était plutôt bien. Mais par contre, si derrière t'enchaînes sur un travail du genou qui a duré peut-être 10-15 minutes, j'estime que c'est quand même important de retrouver ce travail dans la fin de match. Ce qui a pas eu lieu. Donc je pense que il aurait fallu enlever une partie. Alors soit tu conserves la partie du travail sur le genou, mais par contre tu fais un autre finish, ou un autre sprint final, appelez ça comme vous voulez. Ou alors tu enlèves la partie du travail sur le genou et tu rallonges la première partie jusqu'à arriver à un moment donné sur le sprint final. Donc voilà, c'était un match assez intéressant à suivre, bien qu'un peu sloppy par moment. J'ai le ressenti que les deux lutteurs ont essayé de se protéger l'un l'autre. Voilà, ça a donné un match un peu sloppy. Donc je vais me limiter à un 3-1 quart. Ça reste une bonne performance des deux. Mais la mauvaise construction du match pour moi, le fait que ce soit un peu sloppy, voire même ennuyé par moment, et la longueur du match, je peux pas aller plus haut. Et ensuite, on a le main event de la première nuit, qui est pour moi le meilleur match du week-end de Wrestle Kingdom. Je vais dire tout de suite, je mets 4 étoiles au main event. Ibushi Okada, ça a été un gros showcase de Kota Ibushi. Ça m'a rappelé le match contre Shinsuke Nakamura il y a 5 ans. Wrestle Kingdom, ouais, je crois que c'est Wrestle Kingdom 9 en 2015. Où Kota Ibushi, c'était son vrai premier très gros match chez New Japan Pro Wrestling et ça a été un showcase d'Ibushi face à Nakamura. Et après ce match,
tu pouvais dire Ibushi c'est ça. Ouais, il t'a montré tout ce qu'il savait faire. Et c'était ben, soit tu l'aimes pas. C'était pas ah j'ai besoin de le revoir pour savoir si dans la durée, nanana. Il t'a montré tout ce qu'il savait faire. Donc soit t'accrochais pas. Et là j'ai eu le même ressentiment. Ibushi a fait un showcase total. C'était lui la star du match. Okada était le parfait réceptacle pour mettre en avant Ibushi comme il fallait le faire. Enfin comme ils ont décidé de le faire. C'était très bien. Voilà. J'ai bien aimé le côté strong style d'Ibushi. Et putain, ça manque. Ça manque aujourd'hui sur New Japan Pro Wrestling. Ça a quand même été la base de la compagnie pendant plusieurs années. Son cœur, euh, le cœur de la compagnie, et le fait qu'il en manque terriblement. Alors ça dure depuis plusieurs années déjà, mais quand je vois Kota Ibushi mettre en avant le côté strong style, je me dis putain, ça ferait du bien que ça revienne plus souvent quoi. J'espère que dans les Young Lions japonais, parce que les Japonais font plus d'arts martiaux que les Américains statistiquement. J'espère que parmi cette génération-là, il y en a qui vont tenter de réinstaurer un côté strong style qui manque aujourd'hui chez New Japan Pro Wrestling, ça ferait du bien. Okada Ibushi, donc pour revenir au combat, c'était vraiment un bon match. La construction était bonne, cohérente. Les transitions, qui est pas forcément le point fort des main events de New Japan parfois, étaient très bonnes. Les transitions, c'est par exemple un lutteur est dominé, qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour que ce lutteur dominé passe à l'offensive, à la domination. C'est-à-dire Okada se fait dominer par Ibushi, qu'est-ce qu'Okada va faire? Est-ce que ça va être une esquive, un contre? Euh, Qu'est-ce qui va amener à ce qu'Okada domine à son tour Ibushi? Est-ce que ça va être bien amené, cohérent, etc., dans le bon timing, au bon moment, etc. Donc je trouvais que c'était bien jusqu'au sprint final où ils se sont un peu relâchés là-dessus sur la dernière minute 30 ou 2 minutes. Voilà, alors euh, pour l'espèce de carré final, Ibushi, Okada, Naito, White, pour moi il n'y avait pas de suspense sur les deux matchs. Pour moi Naito et Okada allaient aller en finale, c'était écrit. Euh, Parce que si tu veux faire un gros match champion contre champion, t'es obligé d'avoir Okada dedans. Okada, c'est un méga star. Il est largement au-dessus d'Ibushi en termes de statut. Donc avoir un Okada Naito, c'est plus gros qu'un Ibushi Naito, même s'ils ont une grosse rivalité entre les deux. Et avoir un Okada White, c'est plus gros qu'un Ibushi White. Donc pour moi, Okada allait forcément être champion poids lourd, ressortir de la première nuit champion poids lourd. Et Naito, c'est lui qui a lancé cette quête de devenir double champion. Si tu le mets pas dans le match qui va déterminer le premier double champion, c'est un peu le faire cocu quand même. Et je trouve que ça aurait été peut-être pas un peu abusé, mais ça ressemble pas trop à New Japan de faire ce genre de truc. Donc pour moi, les deux matchs n'avaient pas trop de suspense. Beaucoup plus Okada Ibushi par contre, parce que sur la near fall du Rainmaker, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à me faire douter. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être tenté Ibushi. Et au final, non, ils sont allés sur Okada. Ce qui était un bon choix pour moi. Voilà, victoire d'Okada. Pour ce premier show, en main event, je mets la note de 7 sur 10 à ce premier show. Voilà, parce que j'ai passé un très bon moment sur l'opener, un très bon moment sur le main event, sur les deux moments les plus importants, et sur le reste de la carte. Il n'y a pas eu de gros foirage, même si j'étais un peu déçu d'Ibushi, non pas d'Ibushi, de White Naito, parce que j'avais pas mal d'attentes sur ce match. Sinon, le reste des matchs est plutôt bien passé. Voilà, pas de grosse foirade sur le show. Ensuite, il y a eu la deuxième journée, donc le match tag entre Liger et Sano contre Takahashi et Ryuli, anciennement Dragon Lee. C'était un bon match. Voilà. Défaite de Liger, forcément pour le dernier match. Voilà. Encore une fois, j'ai passé un bon moment devant ce match. Triste du départ de Liger, mais après plus de 30 ans de carrière, c'était inévitable. Derrière, on a eu le Bullet Club. Ishimori et El Fantasmo contre Roppongi 3K.
Bon match, j'ai été diverti. C'est pas toujours le cas sur les matchs tag Junior Heavyweight. Mais là, je passe un bon moment devant ce match. Voilà, on va passer vite, hein. Belle performance d'El Fantasmo, encore une fois. Un bon 3-1/4. Voilà. C'était un bon match, bien marqué, pas très ambitieux, qui était là pour divertir la foule, chauffer la foule, passer derrière Liger. Fallait pas tenter un match qui se voulait hyper ambitieux. Très bonne place pour ce match. Derrière, on a eu Zack Sabre Jr. contre Sanada. Voilà, j'ai préféré ce match à l'affrontement qu'ils ont eu au G1 Climax l'année dernière. Voilà, après, c'est pas un match qui vole le show non plus. Mais voilà, j'aime bien Zack Sabre Jr. J'aime bien son style. Très, très british. Enfin, british plus plus là, quand on est à ce niveau, c'est très très poussé comme style. Sanada, alors j'ai un problème avec Sanada depuis plusieurs, peut-être pas plusieurs années, mais un long moment déjà. Je trouve qu'il manque de personnalité. Sanada, c'est un lutteur très adaptable. Voilà, c'est un bon lutteur, hein, vraiment. Il est capable de faire des bons matchs contre Zack Sabre Jr., des bons matchs contre Okada ou Tanahashi ou peu importe. Mais je trouve qu'il manque de personnalité vraiment. Tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais pas définir le style de Sanada. Si tu veux le définir, c'est un mec hyper adaptable, qui va s'adapter à son adversaire, mais qui va rien leur proposer, qui va leur sortir de la zone de confort. Il s'appuie pas sur ses points forts à lui, il s'appuie pas non plus sur les points faibles de l'adversaire, il essaye de battre son adversaire sur les points forts de son adversaire. Et voilà, je pense qu'un départ de Los Ingo Bernabéus des Rapons pourrait lui faire du bien, pour lui trouver de la personnalité, pour lui donner de la personnalité, et que ça pourrait se retranscrire dans son in-ring. Ça pourrait être intéressant pour Sanada. Voilà. J'ai jamais été convaincu vraiment par Sanada. Euh, Beaucoup voulaient le voir pardon, champion IWGP poids lourd l'année dernière ou il y a 2 ans. Moi je trouve pas, moi je trouve que dans la hiérarchie il est très loin. Alors euh, il doit être numéro 5 ou numéro 6 si on fait un classement de lutteurs. Mais entre le champion et le sixième, il est très 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 loin quoi. Donc voilà. Derrière, on a eu John Moxley qui défendait le championnat US gagné la veille contre Juice Robinson. Voilà, j'ai pas envie de voir ce match. Je comprends pas pourquoi Juice Robinson avait l'opportunité d'un match de championnat. Euh, ok, il a battu Moxley euh, au dernier jour du climax dans leur pool. Ouais, si en fait je comprends parce que du coup il a droit à un match de championnat contre machin et après il le perd. Bon, ok, peut-être. Mais j'avais pas envie de voir ce match. J'apprécie pas trop Juice Robinson du fait de son. Je trouve qu'il en fait trop pour essayer de divertir les gens. Et moi, ça passe pas. Alors, je suis allé voir le Royal Quest à Londres l'été dernier. Et étonnamment, j'ai été très diverti par Juice Robinson. Je m'attendais pas à ça. Mais ensuite, quand j'ai revu le show sur le New Japan World, je l'ai trouvé agaçant. Comme je le trouve agaçant à chaque fois que je le regarde dans ma télé. Et voilà, c'est étonnant, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est un truc que ça ne me donne pas envie de le voir, ni pour son in-ring. Donc voilà, content de la victoire de Moxley, un match dispensable, un petit 2,5, voilà, ça fait pas de mal au show, mais ça lui apporte rien, voilà. Donc du coup, moi j'aurais enlevé le match, je l'aurais pas fait. Et le segment Suzuki que j'ai trouvé très bon, voilà, on l'aurait gardé pour le lendemain à New Year's Dash, que j'ai pas vu d'ailleurs encore, mais je m'attends à avoir une nouvelle interaction entre les deux. Ensuite, on a eu Kenta contre Goto, un poil mieux, je vais mettre 2-3 quarts, on va pas aller jusqu'à 3 non plus. Un match très sloppy. Voilà, on va passer vite, hein. C'est plus le Kenta de la Noah. C'est dommage. Et Goto, j'aime bien Goto, mais ce que je préfère chez lui, c'est son thème d'entrée. Donc, on va pas aller bien loin. Ensuite, on arrive dans les 3 derniers matchs. Jay White contre Ibushi. Euh, alors, Jay White Ibushi, c'était un bon match.
Euh, un bon 3,5. 3,5, 3 un quart. On va mettre 3,5. C'est un bon match. Et ce qui me dérange un peu, bon, alors c'est la fin du match avec Guedo. Et le fait que Jay White a perdu ce qui faisait sa force l'année dernière, surtout en début d'année, jusqu'au climax à peu près, c'est que c'était un mec hyper adaptable, c'est pas le mot, mais il était hyper préparé à affronter ses adversaires, il connaissait sur le bout des doigts, et il avait une réponse pour tout. Les comebacks, il arrivait à les casser parce qu'il savait ce que l'adversaire allait faire, il savait comment il fallait le contrer. Les finishes, pareil, les signature moves, pareil. Il savait prendre l'avantage de par le fait qu'il était hyper préparé, et il savait conserver l'avantage de par ce même fait. Et c'était vraiment très intéressant. T'as vraiment l'impression que c'était comme un match de foot entre deux équipes, une équipe A et une équipe B. Et en fait, l'équipe A a une telle stratégie que tout ce que fait l'équipe B, c'est voué à l'échec. Et t'avais une sensation d'impuissance pour ses adversaires. Quoi qu'ils fassent, ils pouvaient pas y arriver contre Jay White. Alors, il prenait quand même quelques victoires par-ci par-là, hein. Enfin quelques défaites. Jay White prenait quelques défaites. Mais ça lui donnait vraiment une crédibilité pour être très très haut dans les cartes. Et je trouve qu'il a perdu ce côté-là. Et voilà, j'aimerais bien qu'on retrouve ça. Parce que sinon, ça fait un lutteur alors, pas non plus lisse, faut quand même pas déconner, parce qu'il a quand même de la personnalité dans ses combats et dans son gimmick. Mais je trouve qu'il a perdu quelque chose par rapport au début d'année dernière. Mais sinon, c'était un bon match. C'était un bon match, un bon 3,5. Ça se regarde bien que éventuellement un peu long. J'ai bien aimé l'échange d'avant-bras avec Ibushi qui est hyper dominant. Et Ibushi, ce sera peut-être pas cette année, mais quand il va tourner heel, j'annonce que ça va être fort. Je pense il y a beaucoup de gens qui comparent Ibushi à Tanahashi, mais je pense que il serait peut-être plus proche d'un Nakamura dans le côté un peu heel dominant, difficile à aller chercher. Je pense qu'on peut avoir un très gros heel avec Ibushi. Ensuite, Jericho Tanahashi. Alors j'en ai pris une belle. J'ai pris une belle claque. Euh, Parce que comme la veille, je m'attendais à ce que ce match ait pas trop de suspense. Parce qu'avec l'annonce de si Tanahashi bat Jericho, il avait un match de championnat à EW. Je m'attendais à ce que Tanahashi batte Jericho et un match à EW et rendre le job plus tard. Ça n'a pas été le cas. Donc bien joué. Euh, Encore une fois, je m'attendais pas à ce que Tanahashi fasse les honneurs à Jericho sur ce show. Et Jericho a gagné hyper clean sur les Walls of Jericho. Le Lion Timer, pardon. Euh, Match étonnamment très dynamique. Voilà, pas trop de phases de domination, beaucoup de contres, beaucoup de à toi à moi tout au long du match. Un match très vivant entre les deux. C'était pas gagné. Jericho, je trouve toujours qu'il lui faut un très bon adversaire pour ne pas tomber dans une espèce de faux rythme très gênant, comme ça pouvait l'être avec comment il s'appelle pour le titre AEW, le premier champion AEW. J'ai oublié, bref, vous trouverez. Et ensuite, le main event, Okada Naito. Alors c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que sur le show, on n'a pas eu le clip d'avant-match pour le titre poids lourd, avec tous les champions qui apparaissent. Voilà, je trouvais ça un peu dommage. Et ça m'a fait penser aussi, Omega n'a pas été cité dans le show. C'est qui? C'était Okada. À un moment, on cite les longues performances d'Okada à Wrestle Kingdom et on cite pas le match contre Omega. Enfin, on ne cite pas Omega, on fait référence à son long match, mais on cite pas explicitement Omega. Alors je pense pas que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu les clips, pour pas qu'on voit Omega à l'écran. Mais moi le clip, ça m'a dérangé qu'il n'y ait pas le clip. Voilà. Et je trouvais ça un peu étonnant qu'on contourne le fait de ne pas citer Omega. Voilà. Alors qu'on cite généralement plein de mecs.
C'est déjà arrivé qu'il recite Brock Lesnar, Bill Goldberg. Mais voilà, je pense que ça a pas mal. Il y a un peu de rancœur, je pense, envers Omega. Donc le deuxième match, enfin le deuxième main event, Okada contre Naito. C'était un, c'était un bon match, une bien meilleure performance de Naito que la veille. Voilà. Pareil pour Jay White. Okada Naito, c'était un bon match. J'ai bien aimé la construction solide, voilà, pas de fioriture. Jusqu'à la fin, voilà, c'était un match sobre, hein, vraiment sobre, peut-être un peu trop sobre, contrairement au match au main event de la veille. Oui, parce que pour revenir à Ibushi Okada, je mets 4. J'ai déjà vu beaucoup de gens qui mettent des 4,5, 4 3 quarts, 5, 5 plus, 7 étoiles. Parce qu'ils le comparent à Omega Okada 1. Je suis d'accord pour le comparer à Okada Omega 1. Mais moi, le Okada Omega 1, je le mets à 4 étoiles. Je le mets pas beaucoup plus. C'est deux matchs qui se valent intrinsèquement, je trouve. Mais à leur avantage, dans l'esprit des gens, le Omega Okada 1 est beaucoup plus flashy. Il y a beaucoup plus de moments que tu vas retenir. C'est un peu dans la surenchère également, mais les défauts aussi du combat, parce qu'il y en a, contrairement à ce que certains disent, sont beaucoup plus visibles. Voilà. Donc ça se vaut, entre guillemets, hein, c'est deux très bons matchs, hein, les deux à 4 étoiles. 4 étoiles, c'est une très bonne note, hein. Donc voilà. Donc le Ibushi Okada, moins tape à l'œil que le Omega Okada. Et le Okada Naito de la deuxième nuit, moins tape à l'œil que le main event de la première nuit. Je lui mets 3,5. C'était un bon match. Juste la fin m'a un peu dérangé. Alors les Near Fall, le finish, moi ça m'a pas dérangé. Voilà, sur le Rainmaker et sur le Destino. Par contre, Kevin Kelly, faut qu'il arrête de s'exciter sur les finishes. Moi ça me rend fou. L'entendre gueuler Naito, non pas Naito, Destino sur 5-10 secondes, ça me fatigue. Donc voilà, sinon c'était un bon match. Les Near Fall, comme je le disais, ne m'ont pas dérangé. Juste le Stardust, euh, ça m'a. Le Stardust en fait était dispensable, mais vraiment. Parce que pour moi, le Stardust, soit ça devait lui amener la victoire, soit ça devait l'emmener vers sa défaite. Okada devait le contrer ou l'esquiver et aller jusqu'à le battre à cause de cette erreur. Euh, mais voilà, il s'est rien passé sur ce move en fait, donc je vois pas pourquoi il a été placé là. Référence également aussi, alors match d'avant où Naito avait fait un match hyper, comment dire, hyper mature entre guillemets, et parce qu'il est toujours 30 kilos, etc. Et il avait fait l'erreur de s'énerver. Et ça avait amené sa défaite. Et j'ai eu un moment l'impression qu'il retournait dans ce côté-là. Et en fait, non, ils ont voulu montrer qu'il a appris de ses erreurs, mais pour moi, c'était pas assez visuel ce fait-là. Voilà. Voilà, c'était pas assez visuel. Donc au final, un bon main event, hein, 3,5. La fin de match était dispensable aussi. Parce que entre un final avec Naito qui célèbre ou un final avec Naito qui se fait attaquer par Kenta, il y avait un finish à privilégier sur l'autre. Tu voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, j'ai passé un bon week-end. J'ai passé deux bons shows. Je vais noter le deuxième show à 6 plus pour aller jusqu'à 6,5. Parce que j'ai passé un bien meilleur moment devant la première journée que sur la deuxième. Encore une fois, la deuxième, bon main event. Les trois derniers matchs étaient bons, étaient solides, mais pas calibre Wrestle Kingdom. J'ai deux matchs pour la deuxième journée à 3,5. Sur un Wrestle Kingdom, sur une journée de Wrestle Kingdom, si t'as pas au moins un 3 quart, un 4, ça la fout pas mal, mais c'est un peu décevant quand même, dans l'esprit. Voilà, j'ai deux matchs en dessous de 3 quand même, qui se suivent en plus, le Moxley Robinson et le Kenta Goto. Ça fait un milieu de show, un ventre mou qui porte bien son nom.
Et voilà, sinon le début de show était sympa, la fin était bien aussi, un moment un peu creux au milieu, et pas de match calibre Wrestle Kingdom, donc je vais m'arrêter à 6 plus. Voilà, on va pas aller à 6,5 non plus. Donc voilà, un 7 pour le premier jour, un 6 plus pour le deuxième, ça fait une moyenne à 6,5. Voilà, là voilà, j'ai plus rien à vous dire. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon show. Et puis, n'hésitez pas à commenter la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Salut tout le monde!